Parce que maintenant, il est temps d'accueillir notre deuxième table ronde de l'après-midi. Donc, nous avons une grosse table ronde. Nous accueillons Marc Loutrel de l'ANS, Julien Pilou de l'ANS, Grégory Guazelli de la CNAM, Sylvie Calu du GE Cézanne Vital, Frédéric Picard du GE Cézanne Vital et Thierry Dard de l'ANS. Et nous allons parler de quoi? Nous allons parler des référentiels socles, donc ProSanté Connect, INS, Applicard Vital et interopérabilité. On va commencer par ProSanté Connect. Alors ça, je laisse cette partie à Marc, je suppose. Donc on reviendra dessus. C'est la partie ProSanté Connect. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette présentation. Je suis Julien Pilou. Je travaille pour ProSanté Connect en tant que chargé de relations avec les industriels. Donc, si vous êtes amené à communiquer avec les équipes ProSanté Connect, eh bien, écoutez, il y a de fortes chances que ça arrive de mon côté. Alors, j'ai une vingtaine de minutes pour vous parler de ProSanté Connect. Je vous propose d'articuler cet échange autour de l'ordre du jour qui est affiché. Dans un premier temps, je reviendrai sur les actions que nous avons faites en 2022 et que nous allons continuer de faire parce que l'année est loin d'être terminée. Je ferai un petit focus sur la mise en place de la fonctionnalité CIBA qui a été déployée en juin de cette année. Je vous présenterai la roadmap prévisionnelle 2023 pour ProSanté Connect et je m'attarderai également un petit peu sur la communication qui est une brique très importante pour nous ProSanté Connect, sur la manière dont nous échangeons des informations avec vous et surtout sur la manière dont vous pouvez échanger avec nous. Et pour terminer, alors nous ne ferons pas de questions de ce que j'ai pu comprendre, je partagerai juste quelques liens utiles. Je ne m'attarderai pas longtemps sur cette slide qui rappelle ce que tout le monde sait, à savoir que ProSanté Connect, c'est un fédérateur d'identité qui est fourni par l'ANS, qui permet à vos applicatifs d'authentifier tout utilisateur qui est porteur de carte CPX ou détenteur d'une ICPS. L'année 2022 pour ProSanté Connect a été relativement chargée pour nous. Nous avons effectué des livraisons une fois par mois. Une fois par mois, nous faisions une livraison soit technique, une livraison applicative ou pourquoi pas même les deux, une livraison technico-fonctionnelle. L'ensemble de ces livraisons peut être regroupé en deux axes majeurs. Le premier, ça va être la consolidation de l'expérience utilisateur, parce que nous avons vraiment à cœur de venir simplifier l'usage de ProSanté Connect pour les utilisateurs et donc également pour vous. Nous en reviendrons plus tard sur cette partie consolidation de l'expérience utilisateur sur la slide de 2023. Le deuxième axe majeur, et pas des moindres, c'est la sécurité. Et oui, la sécurité. Alors, pourquoi la sécurité? Eh bien, parce que c'était quelque chose qui est très important pour nous, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'évidence même. Oui, la première, il est évident que ProSanté Connect, qui est un outil numérique, intègre nativement dans sa physionomie la sécurité. C'est inenvisageable qu'on ne travaille pas sur l'aspect sécurité. L'actualité, la cyberactualité nous le rappelle sans cesse. Le deuxième axe, la deuxième raison sur laquelle on a mis l'accent sur la sécurité, eh c'est tout simplement qu'au mois de janvier 2023, ProSanté Connect va devenir obligatoire pour les services dits sensibles. Donc, il est tout à fait normal et même encore une fois évident qu'on vous apporte un niveau de sécurité attendu pour une telle exigence. Et enfin, la troisième raison concernant la sécurité, c'est que de plus en plus, on va avoir des services qui vont être accordés à ProSanté Connect au cours des mois à venir. Ceux de l'assurance maladie, vos services qui vont également arriver. Ce qui veut donc dire que sur le terrain, ça va se concrétiser avec une utilisation plus intensive de ProSanté Connect, donc des usages plus intensifs dans des cadres d'utilisation plus larges. C'est pour ça que nous devons et nous serons et nous sommes au rendez-vous de la sécurité. Ce que je vous disais en introduction de cette présentation, c'est que nous avons une livraison par mois. Là, à l'écran, nous avons mis en évidence les livraisons qu'on peut appeler structurantes, notamment axées autour de la sécurité. Il y en a que vous ne voyez pas parce que c'est du travail continu. En effet, comme je vous disais, la sécurité, c'est un travail de tous les jours. On fait régulièrement du patch management, on fait de la montée de version de nos composants et on a également une équipe de cyberveille qui permet de déployer en urgence des correctifs si nécessaire.
Donc, au mois de février, pour commencer dans la sécurité pure et dure, notre application ICPS a obtenu l'homologation délivrée par l'ANSSI de la certification de sécurité de premier niveau, la CSPN. Dans le cadre d'améliorer l'expérience utilisateur, mais toujours la sécurité, nous avons également proposé aux utilisateurs la possibilité d'afficher leurs sessions ProSanté Connect qui sont en cours. Au mois d'avril, nous avons verrouillé l'utilisation de ProSanté Connect dans un cadre juridique en publiant son référentiel d'exigence à travers un arrêté, celui qui a été publié le 4 avril 2022. En parallèle de cela, toujours à travers une livraison à destination de l'interface utilisateur. Alors vous verrez, on verra en 2023 que ce sont des livraisons qui paraissent, qui sont discrètes, mais qui sont loin d'être anodines. Lors de cette livraison, donc, nous avons également permis aux utilisateurs d'afficher l'historique de leur session, avec la possibilité de signaler une session si celle-ci leur paraît suspecte. Au mois de juin, nous avons déployé la fonctionnalité du code dynamique qui vient renforcer drastiquement l'authentification des utilisateurs. Et nous avons également déployé le CIBA sur lequel je reviendrai de manière plus détaillée sur une slide qui suit. Enfin, en novembre, dans les semaines qui arrivent, nous allons déployer la messagerie personnalisée. Alors, cette fonctionnalité va nous permettre d'envoyer directement aux utilisateurs de la ICPS des messages avec la possibilité de filtrer par fournisseur de services. Enfin, pour parachever le volet sécurité pour l'année 2022 en tout cas, l'audit de l'ANSSI dans le cadre de l'homologation de ProSanté Connect, va venir auditer l'infrastructure ProSanté Connect d'ici les quelques semaines. Voici quelques chiffres pour qualifier ProSanté Connect en 2022. Nous avons, à date de la semaine dernière, 213 services en production, chiffre à revoir un petit peu à la hausse car nous avons reçu de nouvelles demandes depuis. Nous avons pour le mois de novembre 28 fournisseurs de services qui exercent des tests dans l'environnement de bac à sable. Parmi le top 3 des fournisseurs de services utilisant ProSanté Connect, on retrouve évidemment les mastodontes de la santé, donc CIDEP, bien évidemment, Vaxi ainsi que Mailiz. L'ensemble des autres fournisseurs de santé et de services représentent grosso modo 8% de la volumétrie totale des authentifications. Au mois de janvier, ProSanté Connect a tenu la charge de plus de 11 millions d'authentifications. Cette capacité à tenir la charge, elle est le fruit de travaux qui ont été menés en 2021 sur l'extensibilité de la plateforme ProSanté Connect. Et nous sommes loin de l'atteindre, cette limite. Pourquoi? Parce qu'encore en octobre dernier, nous avons fait une livraison technique qui vient augmenter cette capacité à absorber les charges d'authentification. Vous pouvez voir sur le schéma à droite, c'est vrai que j'ai l'écran ici, vous pouvez voir sur le schéma à droite que nous avons connu des pics d'authentification qui sont en général liés au contexte sanitaire, aux activités Covid-19. Donc, si on peut constater une baisse des authentifications depuis le mois de janvier, nous pouvons néanmoins voir que le volume de ICPS active ne cesse d'augmenter. Donc, la ICPS est de plus adoptée sur le terrain. Alors on va prendre quelques instants, je vais revenir sur la fonctionnalité CIBA qui a été déployée du coup, en juin de cette année. Avant de rentrer dans le vif du sujet CIBA, il est important de vous rappeler que ProSanté Connect s'appuie sur la norme OpenID Connect, une norme qui est orientée 100% web. Donc, ce qui veut donc dire que pour authentifier un utilisateur, ce dernier est obligé de passer par un navigateur Internet. Et cette obligation, elle est un petit peu contraignante, notamment dans le cadre de vos applications lourdes. À savoir et c'est là que CIBA va venir entre en jeu. CIBA va permettre à vos utilisateurs de s'authentifier par ICPS sans avoir à être redirigé à travers un navigateur Internet externe. Votre utilisateur, en utilisant sa IPS, pourra ainsi s'authentifier de manière totalement transparente sur votre applicatif lourd. Nous n'avons pas déployé CIBA dans notre coin. Nous avons des équipes, au sein de nos équipes, nous avons des membres qui sont contributeurs actifs de la communauté OpenID Connect. Donc, comment nous avons procédé à ce déploiement? Eh bien, depuis le début d'année 2022, nous avons ouvert des ateliers avec des bêta-testeurs actifs de la communauté OpenID Connect. Et au cours de ces ateliers, nous avons pu partager les dernières actualités et également et surtout les dernières remontées de bugs. L'ensemble de ces ateliers a pu se conclure par une version finie de CIBA. Mais nous n'en sommes pas restés là. Nous avons décidé d'ouvrir pour en 2022 ces ateliers à l'ensemble de la communauté ProSanté Connect de manière à être sûr que CIBA, que l'on déploie pour vous, correspond bien à vos besoins.
Donc, c'était vraiment on a eu une approche participative vis-à-vis de cela. On a donc déployé SIBA en juin de cette année, mais ce n'est pas parce qu'on l'a déployé qu'on va le laisser en l'état. Non, loin de là, on va continuer à l'évoluer, comme on va continuer à faire évoluer ProSanté Connect. C'est pour ça que en 2023, on prévoit de passer à l'authentification par certificat TLS, c'est-à-dire qu'on va venir remplacer l'authentification actuelle qui se base sur du Client ID, Client Secret. On va venir élargir le scope de compatibilité SIBA, à savoir qu'aujourd'hui, il est compatible uniquement par authentification ICPS. On compte le rendre compatible également pour une authentification par CPS. Enfin, comme on a pu le voir tout à l'heure encore, on vit dans un monde de plus en plus APIisé. Donc, il est normal qu'on adresse ce type de sujet. C'est pour ça que nous allons lancer les travaux. On le verra en 2023 sur la slide d'après. Nous allons lancer les travaux sur SIBA FAPI. Vous pouvez voir sur le schéma de droite l'évolution des usages de SIBA, donc, qui a été déployé en juin avec un usage plutôt faible. C'était le lancement et un usage sans cesse croissant jusqu'en octobre. Pour la petite anecdote, il faut savoir que le code flow, lancé avec ProSanté Connect en septembre 2019, a connu exactement les mêmes courbes de croissance. Je vais vous présenter maintenant la roadmap prévisionnelle de ProSanté Connect pour 2023. Donc, sur cette roadmap, elle s'étale jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2023. On voit encore et toujours, et c'est normal, c'est qu'on prolonge les travaux de sécurité qui ont été entamés en 2022. La sécurité est importante, la sécurité est primordiale pour vous et pour vos utilisateurs, et pour nous également, fournisseurs de services. Donc, en janvier 2023, on va retrouver l'obligation de raccordement pour les services dits sensibles à ProSanté Connect. Nous allons également commencer les travaux via le POC CPS SIBA, donc les fameux travaux dont je vous parlais tout à l'heure pour permettre l'authentification par CPS via SIBA. Et nous allons également lancer la plateforme BI industrielle. Alors, derrière ce nom se trouve un outil qu'on va vous mettre à disposition qui va vous permettre d'accéder aux statistiques d'usage de vos services, que ce soit en temps réel ou au temps passé. Bien évidemment avec de l'anonymisation des données derrière. Nous pourrons revenir sur ce sujet plus en détail lors de nos futurs ateliers. En février 2023, RGAA. Et c'est là où je vous disais que les travaux en 2022, qui étaient plutôt discrets mais loin d'être anodins pour la consolidation de l'expérience utilisateur, aboutissent. RGAA pour le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, à savoir que on s'efforce depuis janvier 2022 à venir simplifier l'utilisation de ProSanté Connect et améliorer son confort d'utilisation. Et donc, en février 2022, on aura l'homologation RGAA qui prouvera que nous délivrons la même qualité de service, la même qualité de confort de service aux utilisateurs porteurs d'un handicap et aux utilisateurs non porteurs d'un handicap. En mars 2023, alors je commencerai en haut, vous voyez qu'on a du patch management et qu'on retrouve également au-dessus du T2 2023. S'il y avait le T3 2024, T3 2023 et le T4 2024, on aurait également du patch management. Tout ça, c'est simplement le fruit de notre travail constant de veille, où on va consacrer une fois par mois du temps à monter, monter la version de nos composants, appliquer des patchs correctifs. Et bien évidemment, si entre-temps, il y a des vulnérabilités critiques qui sont publiées, on ne va pas évidemment attendre la fin de ce trimestre, on les déploie immédiatement. Mars 2023, on prévoit également de déployer le TLS mutuel, donc ce qui va venir remplacer actuellement l'authentification par Client ID, Client Secret. Donc cela se fera, ne vous inquiétez pas, en total accompagnement, en totale relation entre vous et nous. Il y a également le partage de sessions entre processus. Alors derrière ce terme un peu confus, si je puis dire, se trouve en fait la notion de nomadisme. Nous, en interne, on appelle ça PSC sans couture. Notre objectif est de pouvoir répondre à des contraintes métiers que nous avons clairement identifiées, que vous nous avez remontées, notamment en établissement de santé. D'ailleurs, on peut voir en bas qu'on prévoit bien tout au long de l'année 2023 un accompagnement spécifique au raccordement à ProSanté Connect dans les établissements de santé. Derrière ce terme de partage de sessions entre processus, donc le fameux nomadisme, l'idée est de pouvoir vous permettre d'authentifier, de permettre à vos utilisateurs d'ouvrir leur session Windows avec ProSanté Connect au sein d'un environnement de travail identifié et de propager tout simplement le SSO de manière à ce que votre utilisateur n'ait plus à se reconnecter sur son application web ou sur une application en client lourd.
Enfin, pour terminer le trimestre, nous comptons faire atterrir les travaux de POC CPS CIBA qui ont été générés en janvier pour vous permettre de pouvoir lancer en production le support de la CPS pour l'authentification via CIBA. Et à partir du T2 2023, nous initions les travaux CIPA-FAPI et nous allons également initier les travaux d'amélioration du parcours de raccordement qui vous concerne donc directement. Aujourd'hui, vous savez que le parcours de raccordement de ProSanté Connect se fait en 6 étapes. Nous comptons le ramener en 2. Maintenant, je vais vous présenter nos processus de communication. Alors, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de vous. On livre ProSanté Connect, vraiment. On essaie de livrer une version de ProSanté Connect qui colle au plus près de vos besoins. Et du coup, la communication va dans les deux sens. Donc, vous et nous et vous. Donc, ProSanté Connect s'appuie sur trois grands canaux. Le premier, c'est le canal email, à travers duquel nous allons véhiculer 2 types d'informations. Informations fonctionnelles, quelles sont les actualités à venir, quels sont les webinaires à thème annoncés de longue date, etc. La deuxième, ça va plutôt être une communication technique. On va venir vous prévenir de la survenance d'incidents ou bien tout simplement, on va venir vous annoncer des maintenances planifiées. Le deuxième canal, ça va être le canal des webinaires. C'est pareil, on a 2 types de webinaires. On a le webinaire qui est annoncé de longue date sur un thème spécifique. Comment j'implémente la déconnexion dans ProSanté Connect, comment j'implémente CIBA, comment je déploie l'authentification par certificat TLS, etc. Le deuxième type de webinaire, qui n'est pas vraiment un webinaire, qui va plutôt être, on va appeler ça un atelier d'échange ouvert, c'est tout simplement ce que nous avons mis en place actuellement et pour lesquels j'espère vous participez pour la plupart d'entre vous. C'est une session d'échange le vendredi après-midi où en fait nous n'avons pas de thème. Il s'agit juste de se regrouper autour d'un pont audio et de discuter de vos bonnes pratiques, éventuellement de répondre à vos questions sur des différentes livraisons, sur des sujets à venir, et également d'échanger tout simplement entre nous sans barrière. Des fois, on n'a rien à se dire, bon, on ne se dit rien, juste bon week-end parce que c'est vendredi. Et le dernier canal que nous utilisons, c'est le site Internet. Donc, sur le site Internet, on s'en sert pour 3 sujets. La partie, c'est la page d'actualité. On va reprendre l'ensemble de la communication qui a été faite par email ou l'ensemble des webinaires. On vous met également à disposition une page d'incidents, historique des incidents. Si vous vous posez une question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon applicatif? Est-ce que c'est plutôt ProSanté Connect? Eh bien, allez consulter cette page pour savoir ce qu'il en est. Et si vous vous dites, ProSanté Connect a effectué une livraison il n'y a pas si longtemps, quel est son contenu? Eh bien, allez consulter la page d'historique des évolutions apportées. Ça concerne tant le bac à sable que la production. Et dans les sites Internet, il y a également ce que vous connaissez, c'est le portail industriel. Donc, portail industriel qui va contenir l'ensemble de notre documentation technique, votre parcours de raccordement et surtout des formulaires qui permettent de gérer votre service et éventuellement de prendre contact. Comme je vous le disais, donc nous avons à cœur d'échanger. C'est pourquoi vous pouvez voir en rouge. Alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment beaucoup là sur cette présentation, mais les canaux dont la police est en rouge signifient que vous pouvez nous contacter par ce biais et nous en sommes vraiment demandeurs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail, soit par webinaire, soit lors des ateliers ouverts. Et si vous avez des idées de webinaires, nous en sommes preneurs. N'hésitez pas à nous les partager. Et pareil, à travers le portail industriel, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire. Cette dernière slide de communication va venir conclure ma présentation de ProSanté Connect. Je ne vous présenterai que quelques liens utiles qui vous seront remis dans la présentation, je suppose, dans les prochains jours. Donc, vous pourrez retrouver le cadre juridique qui définit l'existence, l'utilisation de ProSanté Connect, également toute la documentation liée à ProSanté Connect, en particulier la documentation technique et la démarche de raccordement à ProSanté Connect. À ce sujet, sachez qu'avec mon collaborateur Laurent Raguin, nous animons demain un webinaire spécifiquement sur le sujet du parcours de raccordement à ProSanté Connect. Donc, n'hésitez pas à participer. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas Laure, mais j'aurais bien voulu qu'elle soit là, en tout cas. Voilà, une grande pensée pour elle, qui est un peu malade. Alors, je vais vous parler, donc je suis Grégory Guazelli, maîtrise d'ouvrage du téléservice. Et je vais vous parler donc de l'identité nationale de santé, mais aujourd'hui, on va faire un petit point un peu sur les indicateurs et se poser sur l'état des lieux, finalement. Donc, avec un premier point sur les autorisations à la référencement Ségur. Donc, on voit le nombre de logiciels autorisés, 214, les solutions référencées par le Ségur et les solutions déployées sur le terrain.
J'en profite pour remercier nos amis du CNDA qui nous ont aidés fortement dans la démarche d'agrément, qui ont œuvré pour justement atteindre les objectifs ambitieux que nous nous étions donnés. Voilà, alors hop, excusez-moi, j'ai glissé. Ça va, voilà, hop, voilà, paf. Alors, un détail finalement du référencement Ségur, entre la biologie, l'hôpital, fortement représenté, la ville, l'imagerie et le médico-social. Donc voilà, en détail, le référencement Ségur, comment il se présente à ce jour, à date. Finalement, l'obligation de référencement des données de santé depuis le 1er janvier 2021, c'est accompagné par un déploiement progressif qui, évidemment, a pris un certain temps. Il faut aussi se rappeler que nous étions tous dans une crise un peu sanitaire avec l'arrivée du Covid. Et finalement, sur un an, aujourd'hui, nous sommes à 16 millions de sollicitations par rapport au mois dernier. Donc, nous sommes passés de 5 à 16, donc nous avons triplé les sollicitations. Et c'est en progression constante, donc ce qui dénote finalement le déploiement sur le terrain de l'INS par l'usage du téléservice. Nous avons le corollaire en termes de nombre d'utilisateurs, x3 aussi sur la même période, donc, ce qui correspond effectivement au déploiement de l'INS sur le terrain. Alors, en parlant d'actualité, nous avons déployé une nouvelle version récemment. Alors attention, en termes de package editor, on parle de 04.00.1, mais nous, en interne, on parle de la V5. Finalement, pas d'agrément nécessaire par rapport à cette nouvelle version. Elle correspond à des évolutions de certaines fonctionnalités que je vais vous lister là. C'est-à-dire que nous avons amélioré la prise en charge des lieux de naissance corse, puisqu'en entrée du service, ce n'était pas possible jusqu'à présent. Donc, on ne pouvait pas intégrer des caractères alphanumériques en entrée du service, bien qu'on pouvait les recevoir en sortie, en retour du service. Donc, on a ajusté, puisque c'était une des premières demandes d'évolution par rapport à ce cas de figure. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui ont commencé à se référencer depuis la première version, qu'on vous demandait dans les tests de conformité du CNDA d'être compatible et d'identifier la gestion du numéro datant, donc le NIA, qui est désormais disponible puisque un des référentiels que nous adressons le fournit maintenant. Voilà pourquoi on vous avait demandé à l'époque justement de faire ces adaptations-là. C'était dans l'attente justement de l'ouverture et de l'alimentation des NIA par le biais du téléservice. Donc, c'est disponible. Suppression d'une balise prénom. Alors, c'est les prénoms d'usage, puisqu'aujourd'hui, on renvoie deux balises et sur le terrain, ça crée quelques émois. Donc, on nous a demandé de faire évoluer la solution en ce sens. Et notamment aussi pour une meilleure prise en charge de certaines catégories de population, on a fait des évolutions sur des gestions de dates de naissance exceptionnelles, celles en fait qui correspondent un peu à certaines dates lunaires, avec des 00 sur les jours ou les mois de naissance, ce qui permet aujourd'hui de faciliter en tout cas la prise en charge au niveau des établissements et des professionnels de santé de ces dates qui leur posaient problème concrètement dans l'usage. Voilà, j'en ai terminé. Bonjour à tous, donc Frédéric Picard, directeur de projet du Géosésame Vital. Ça va comme ça? Ouais, mais on n'a pas de présentation. C'est interactif. Donc, quelques mots d'introduction au point de situation qui va être fait sur le déploiement de l'application Carte Vitale. On a passé une étape significative cet été qui était assez attendue pour nous, avec un démarrage d'une pré-série le 26 août. C'est une pré-série qui a associé plus de 1000 agents des CEPAM, des 8 départements sur lesquels on commence à déployer l'application, et puis les salariés du GIE. Ça nous a permis de valider les usages, la partie enrôlement, donc tout le processus d'activation par lequel les assurés vont passer une fois qu'ils auront téléchargé l'application pour la rendre fonctionnelle, et après les usages chez le personnel de santé.
C'est quelque chose qui était assez attendu de notre côté parce que ça fait comme maintenant 2 ans et demi qu'on travaille sur cette version d'application cible. Et la crise sanitaire a un petit peu douché nos espoirs en termes d'expérimentation sur l'année 2020. Donc, c'était une étape importante. En termes de bilan, c'est une pré-série qui a été assez fructueuse. Ça a permis d'identifier une quinzaine de dysfonctionnements bloquants, 5 côté usage chez le professionnel de santé. Donc, on va le voir après avec Sylvie sur des points qui ont été rapidement identifiés et qui seront corrigés. Par contre, côté parcours d'enrôlement, on a un processus d'activation qui est un peu complexe, parce que je rappelle que cette application a vocation à être le moyen d'accès des assurés aux services numériques en santé, avec un niveau de confiance qui est celui positionné par la doctrine du numérique en santé. Et donc, on a un parcours d'enrôlement dans lequel il va falloir qu'on crée toute la confiance sur l'identité de la personne qui a téléchargé l'application. Donc, on a un ensemble d'étapes qui sont passées par les assurés, qui sont assez sensibles à mettre au point avec toutes les exigences de sécurité associées. On a un flux vidéo, il faut prendre une capture de la pièce d'identité de l'assuré. Après, il faut que celui-ci prenne un selfie, qu'on fasse du rapprochement biométrique entre la photo de la pièce d'identité et la photo du selfie, et puis après qu'on s'assure que ça correspond à un assuré qui existe dans les bases de l'assurance maladie. Donc, on utilise le service INS pour faire ce rapprochement. Voilà. Donc, en termes de bilan, je disais, quelques dysfonctionnements côté personnel de santé, un nombre plus important côté parcours d'enrôlement. Donc, à ce jour, ils ont tous été évidemment identifiés, quantifiés, diagnostiqués. Ils sont tous résolus ou en passe d'être résolus, côté aussi bien GIE, donc au niveau de l'application, et surtout des systèmes d'information derrière qui sont utilisés, hein, parce qu'il y a l'application est comme pour Santé Connect, la partie immergée de l'iceberg. Mais derrière, il y a un système d'information assez complexe qui est mis en place par le GIE et qui va aller attaquer des systèmes d'information dans les régimes d'assurance maladie. Donc, il a fallu, en tout cas, on a tous ces acteurs-là à synchroniser pour avoir une application fonctionnelle. Donc, ça, c'est en passe d'être corrigé. Et on commence normalement la semaine prochaine l'étape de recette et de validation avec le CDR de l'ACNAM. Si tout se déroule suivant ce qu'on a planifié à ce jour, on est sur une nouvelle pré-série large spectre qu'on pourrait commencer fin janvier, début février, pour valider une dernière fois le fait que l'ensemble des dysfonctionnements et des problèmes ont été corrigés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à notre plan de déploiement initial, on a un décalage. Je rappelle qu'on souhaitait initialement ouvrir sur la rentrée du mois de septembre. On a un décalage qui a été pleinement assumé par l'assurance maladie et par le GIE. On a préféré mettre en avant l'expérience utilisateur plutôt que d'être sur le terrain à la date qui était convenue, mais avec une application pour laquelle on n'était pas tous complètement satisfaits. Donc, on est, je disais, une pré-série qui devrait se dérouler sur le mois de février. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur une ouverture grand public tout début mars. Donc, début mars, on devrait mettre sur les stores la version Android et la version iOS de notre application Carte Vitale et commencer enfin le déploiement en vraie grandeur de l'application sur les 8 départements qui font partie de cette première étape de déploiement. Les étapes d'après, alors jusqu'à présent, on avait une stratégie de déploiement assez complète avec plusieurs étapes d'extension géographique, plusieurs apports de nouveaux services, le service fournisseur d'identité. Je pense que c'est pas mal de temps maintenant qu'on communique sur ce nouveau service qui va permettre aux assurés de se connecter via France Connect ou via un bouton direct sur des applications de santé. Donc ça, on continue les travaux de finalisation, de mise en place de ce service. Par contre, en termes de calendrier, aujourd'hui, on ne peut pas donner de date. On va déjà attendre de réussir l'ouverture au grand public au mois de mars. Et après, on communiquera sur les prochaines étapes. Donc, quand est-ce qu'on passera de 8 départements à plus et quand est-ce qu'on pourra viser la France entière? Pour l'instant,
C'est des choses sur lesquelles on a déjà communiqué, sur le fait que l'ouverture France entière de l'application ne pourrait pas se faire avant 2024, début 2024. Par contre, voilà, les étapes intermédiaires, comment est-ce qu'on passe de 8 départements à l'ensemble du territoire et quand est-ce qu'on ouvre les nouveaux services. Donc les nouveaux services, j'en ai parlé un tout petit peu avec fournisseurs d'identité. On a aussi la délégation. Je rappelle quelque chose qu'on avait expérimenté avec notre application, c'est la capacité entre deux assurés de se prêter les droits d'usage de l'application. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on continue à travailler et on communiquera sur la fin de l'année, une fois qu'on aura un peu plus fiabilisé notre date de démarrage et qu'on aura travaillé le plan de déploiement. À ce moment-là, on pourra communiquer sur quand est-ce que tous ces services sont ouverts. Voilà. C'était le petit point de situation avant des éléments plus détaillés sur la pré-série par Sylvie. Merci Frédéric. Sylvie Calu, de l'équipe Relations industrielles du GIE Sésame Vital, en charge du déploiement des logiciels sur le terrain pour des usages chez les professionnels de santé. Donc, pour pouvoir utiliser l'appli Carte Vitale, il faut que le professionnel de santé ait un logiciel compatible appli Carte Vitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire conforme au cahier des charges Sésame Vital Addendum 8 ou Addendum 7 Ségur. Donc là, ce sont des chiffres qui vous montrent qu'on a aujourd'hui 12,7% du parc de professionnels de santé équipés d'un logiciel qui permet de lire l'appli Carte Vitale et qui permet de facturer avec l'appli Carte Vitale. Et on a 43,4% du parc de professionnels de santé qui ont une offre, c'est-à-dire qui potentiellement peuvent s'équiper puisque leur éditeur a une offre. C'est moi qui Alors ça, c'était l'état du lieu des logiciels compatibles. Là, sur ce slide, on vous présente un état des lieux de l'offre de lecteurs autodéclarés, puisque au GIE Sésame Vital, on propose aux équipementiers du marché de s'autodéclarer en justifiant qu'ils peuvent lire l'appli Carte Vitale, pas que l'appli Carte Vitale d'ailleurs, l'ordonnance numérique, enfin tout ce qui est code barre 2D et NFC pour l'appli Carte Vitale, les data matrix pour les attestations AMC et aussi le QR code de l'ordonnance numérique. Donc en fait, ces équipementiers respectent un cahier des charges et ils peuvent ensuite rentrer sur le catalogue produit du GIE. Donc si vous allez sur le site du GIE Sésame Vital, catalogue produit, vous allez pouvoir voir toute l'offre des lecteurs autodéclarés. Aujourd'hui, on en a 17 qui sont à la fois code 2D et NFC, ce qui peut être intéressant. Et puis, on en a 2 qui sont code 2D, NFC et PCAC, 3 ans. Alors, oui, excusez-moi, c'est important. Il y a un webinaire demain présenté par M. Monclus, que vous connaissez bien, sur les équipements de lecture. Donc, il vous fera un état des lieux de tous ces équipements de lecture autoréférencés. Et il aura plein de choses intéressantes à vous dire. Donc, il n'est pas trop tard encore pour s'inscrire à ce webinaire qui rentre plus dans le détail de la partie matérielle de lecture de l'appli Carte Vitale. Je vais vous parler maintenant de la pré-série. Alors, Frédéric vous a parlé aussi de pré-série. Alors, il y a une pré-série sur l'enrôlement, l'activation de l'appli Carte Vitale, parce qu'avant de l'utiliser GLPS, il faut effectivement s'enrôler ou activer l'appli Carte Vitale. Donc, il y a une pré-série qui a été faite, un certain nombre de problèmes ont été identifiés, sont en train d'être corrigés. Et il y a aussi en septembre une pré-série d'usage chez les professionnels de santé qui a commencé. Cette pré-série devait être courte. Finalement, elle est prolongée jusqu'au mois de mars, a priori mars 2023. Donc, on avait recruté une dizaine d'éditeurs pour participer à la pré-série. Sachez que tous les éditeurs professionnels de santé libéraux qui proposent des logiciels permettant la facturation Sésame Vital ou le DMPI ou les TLS-IAMO peuvent rentrer dans cette pré-série appli Carte Vitale. Puisqu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le terrain, on n'a pas d'appli Carte Vitale réelle chez les assurés, sauf les assurés qui sont aussi employés par les caisses. Notamment les correspondants informatiques services, les DNS, délégués du numérique en santé. Donc, les CIS
ont une appli carte vitale, soit réelle, soit de démonstration, ils peuvent se déplacer chez les professionnels de santé pour voir si cette appli carte vitale peut être lue correctement par votre logiciel plus matériel. C'est une opportunité pour vous de rentrer dans la pré-série pour pouvoir réellement tester sur le terrain l'usage de l'appli carte vitale. Cette pré-série est riche d'enseignements. On va vous en faire part dans les slides suivants. Cette pré-série se déroule dans 8 départements. Et voilà. Alors, pourquoi participer à la pré-série? Pour éprouver vos configurations logicielles plus matériel de lecture de l'appli carte vitale avec des applis, des vraies applis, quoi. Pas l'appli test éditeur qui sert au CNDA, qui est très bien aussi d'ailleurs. Mais voilà, ce n'est pas l'appli réelle ou l'appli de démonstration aussi sur le terrain. Ça vous permet aussi de vous démarquer de la concurrence en proposant l'utilisation de l'appli carte vitale en avant-première et gagner en visibilité. N'hésitez pas à me contacter à cette adresse. Si vous voulez rentrer dans la pré-série, je vous accueillerai avec plaisir. Alors, quelques retours sur les professionnels de santé qui ont déjà participé à la pré-série. Les CIS ont fait des sondages auprès de 17 professionnels de santé sur l'usage de l'appli carte vitale sur différentes thématiques qu'on vous cite ici. Donc, l'accompagnement et la mise en œuvre, l'installation du logiciel, du matériel, le kit signalétique qui est proposé aux professionnels de santé pour reconnaître que celui-ci lit l'appli carte vitale, l'utilisation de l'appli carte vitale en facturation et le ressenti plus global du professionnel de santé. Donc, sur ces 17 professionnels de santé qui ont été sondés par les CIS, une note a été mise, voilà, ça pouvait aller de 1 à 6. On a 9 professionnels de santé qui trouvent que l'accompagnement proposé par leur éditeur est excellent. On en a 6 qui ont mis 4,5 sur 6, et puis 2 PS qui ont mis seulement une seule étoile. Donc, je voulais vous remercier parce que je sais que ce n'est pas facile de former vos professionnels de santé à ce nouvel outil numérique qui est l'appli carte vitale. Donc, je sais qu'il y a un gros effort fait de votre côté. Et il y a sûrement quand même une petite marge de progression, on va y revenir. Sur l'installation du logiciel et du dispositif de lecture, bon, évidemment, le logiciel, ce n'est pas dur à installer, de migrer une version, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le matériel, évidemment. Ceci dit, parmi les 17 professionnels de santé sondés, qui nous ont parlé de ce que faisaient leurs éditeurs, on en a 10 quand même qui sont très contents d'avoir été correctement accompagnés pour l'installation du logiciel et du dispositif de lecture, 3 avec une note de 4. Et puis, on voit qu'on a 2 PS qui n'ont mis qu'une seule étoile, sûrement probablement pas tellement bien accompagnés par l'éditeur. À chaque fois, à la fin du rendez-vous, le CIS a fait une petite synthèse de ce qu'il avait ressenti du professionnel de santé, et notamment la question quel avantage l'aspect de l'appli carte vitale qu'encourage le plus le PS à l'utiliser. Les PS évoquent la simplicité, la rapidité dans l'acquisition des données par le QR code, moins d'oubli smartphone, l'usage d'ADRI en systématique, donc moins de rejets, et surtout moins de contamination manuportée, c'est d'actualité malheureusement. L'usage de l'appli carte vitale par le PS se fait relativement facilement pour 15 des 17 PS sondés. Ils se disent même prêts à accompagner leurs patients dans l'usage de l'appli carte vitale. Donc, c'est plutôt assez positif tout ça. Je vais essayer d'être très rapide. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Sophie est mon gardien du temps. J'insiste beaucoup là-dessus, sur la communication que vous pouvez faire à vos professionnels de santé. Respectez bien la terminologie appli carte vitale telle qu'elle est écrite ici. N'hésitez pas à utiliser le logo de l'appli pour montrer que le PS peut lire soit une carte à puce, soit l'appli carte vitale, et respectez les éléments de langage qu'on vous fournit. N'allez pas inventer d'autres éléments de langage. Il faut qu'on soit tous synchro, GIE César Vital, Assurance Maladie, CIS, vos commerciaux, dans la façon de communiquer à vos professionnels de santé. Et pour ça, on vous fournit des éléments. Et il y a effectivement des aides financières qui sont quand même proposées aux professionnels de santé, si toutefois ils disent « mais qui va payer ce matériel ?» Juste pour un petit rappel de tout le kit de communication qu'on peut vous fournir,
Donc, le mailing assurance maladie, c'est un mailing qui est envoyé aux professionnels de santé qui dit l'appli carte vitale arrive bientôt dans votre département et qui incite les professionnels de santé qui ont une offre à se rediriger vers leur éditeur pour s'équiper du logiciel et du matériel. Dans ce mailing, il y a aussi une petite vidéo qui explique les avantages de l'appli carte vitale. Il y a un guide pratique pour le professionnel de santé. Il a aussi un article sur AméliPS. Tout ce que je vous dis là, c'est pour les PS concernés par les 8 départements dans lesquels on déploie. Ça ne sert à rien d'en parler aux autres pour l'instant. Ils ont aussi un petit dépliant « Mon patient me dit ». Et en ce moment, il y a une campagne de promotion sur le terrain qui est menée par les délégués du numérique en santé, les médecins généralistes et pharmaciens pour expliquer l'appli carte vitale, essayer de convaincre les PS, leur dire de se rediriger vers leur éditeur. Et à cette occasion, la signalétique est distribuée. Je suis désolée de vous redire toujours un peu la même chose, mais ça, c'est quand même quelque chose de très important dans l'accompagnement de vos professionnels de santé. N'hésitez pas à leur parler de l'appli carte vitale, surtout si vous êtes homologué à Danone ou à Danone Ségur. Conseillez vos professionnels de santé sur l'équipement de lecture que vous leur préconisez, même si vous n'êtes pas forcément vendeur. Faites-vous une philosophie du matériel qui pourrait être utilisé pour lire l'appli carte vitale et pas que, parce qu'il y a aussi l'ordonnance numérique, etc. Testez à partir des produits qui sont sur le catalogue produit, testez avec vos solutions logicielles ces équipements, faites-vous une philosophie et affichez sur votre site internet les équipements de lecture que vous préconisez à vos professionnels de santé. À minima, faites ça. Si vous vendez, c'est encore mieux. Après, voilà, vous avez votre modèle commercial. Accompagnez vos professionnels de santé dans le paramétrage, l'installation et l'utilisation des équipements. Il ne faut pas les laisser tout seuls se débrouiller avec ça, c'est trop difficile. Et puis, formez-les à l'appli carte vitale à partir des éléments de langage qu'on vous fournit. La pré-série appli carte vitale est vraiment une opportunité pour vous de pouvoir tester grandeur nature et vous serez accompagné de façon très resserrée par le GIE César Vital et les CIS. On a des remontées des CIS pour chaque rendez-vous qui est pris. Et donc, on a un support renforcé aux éditeurs de logiciels, au GIE César Vital, pour qu'un éditeur franchisse cette étape. Cette étape de la pré-série appli carte vitale, en usage chez le PS, elle n'est pas obligatoire. Mais on vous conseille quand même fortement, même vous nous donnez 1 ou 2 professionnels de santé, mais au moins vous validez votre configuration logicielle et matérielle. Et après, ça va rouler, quoi. D'un point de vue, quelques enseignements de la pré-série, de ce qu'on a pu voir, puisqu'on a 10 éditeurs, on a à peu près eu 40 rendez-vous chez des professionnels de santé. On a pu voir aussi que parfois, certains logiciels n'étaient pas forcément très ergonomiques. Il y avait des choses qui pouvaient être simplifiées. Pour le professionnel de santé, la lecture de l'appli carte vitale et son utilisation doit être simple et intuitive. Sinon, il va faire ça une fois, puis après, il reprendra la carte à puce. Donc là, on compte sur vous pour proposer des parcours fluides et simples. Et utiliser, j'ai mis les références vers un document, c'est les vrais écrans de l'appli carte vitale qu'il faut vous montrer à vos professionnels de santé. Pas les écrans de l'appli industrielle qui vous permet de passer au CNDA. Ce n'est pas les mêmes écrans entre l'appli industrielle et l'appli réelle qui sera sur le terrain. Si vous voulez les vrais écrans de l'appli réelle sur le terrain, c'est ce qu'il y a dans le document là. Donc, je vous conseille d'aller voir quand vous faites votre document utilisateur pour vos professionnels de santé. Je vais rentrer un peu dans la technique. Il fallait bien à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui rentre un peu dans la technique. Bon, voilà. Juste quelques petits conseils. L'environnement de test éditeur du CNDA, et je remercie le CNDA qui est ici présent, qui nous accompagne beaucoup dans le déploiement, dans toute cette logique du Ségur et de l'appli carte vitale. Donc, l'environnement de test éditeur du CNDA a été adapté pour être conforme à l'environnement de production pour l'appli carte vitale. Donc, vérifiez que votre logiciel lit bien l'appli carte vitale en format 45 et transmet de cette façon au SI appli carte vitale. Ce n'était pas forcément le cas avant. Vérifiez que votre logiciel reconnaît le QR code de l'appli carte vitale au format base 45. Les techniciens me comprendront, il y a un petit tag qui permet de le faire. Vérifiez aussi que votre logiciel fonctionne avec ADRI bouchonné en mode démonstration, puisque certains CIS n'utilisent pas leur appli réelle, mais utilisent une appli carte vitale de production, de démonstration.
pour faire les tâches professionnelles. Donc, il faut que vos logiciels marchent correctement en mode démonstration avec la Picard Vital. Il s'avère que pour la Picard Vital, ADRI est bouchonné en mode démonstration. C'est très important. Et donc, il faut vous assurer de ça également sur l'environnement de production. Et puis, vous pouvez vérifier aussi le fonctionnement correct de votre logiciel avec une appli carte vitale sans bénéficiaire. On a rajouté une carte vitale dans l'appli test éditeur, enfin l'appli industrielle, qui s'appelle maintenant appli industrielle, pour pouvoir tester ça. Alors, n'hésitez pas à refaire ces petits tests-là, y compris si vous êtes agréé, avant de rentrer dans la pré-série appli carte vitale. On va passer les petits rappels. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour développer, pour concevoir, pour développer et pour déployer l'appli carte vitale. Merci. Bonjour, je suis Thierry Dard, je suis de l'Agence du numérique en santé. Je vais vous parler un peu des actualités sur l'interopérabilité dans les référentiels socles. L'interopérabilité, bien sûr, la standardisation derrière des échanges de santé, des interfaces entre logiciels. Trois parties essentiellement, hein, les volets d'interopérabilité, donc les spécifications, la partie test projectaton, connectaton, avec une petite annonce que vous avez déjà dû voir passer d'ailleurs sur les réseaux LinkedIn, une partie bien sûr aussi terminologie. Donc sur les volets d'interopérabilité, je vous ai remis les liens ainsi que l'adresse de support. Donc ces liens vous envoient directement sur l'ensemble des pages qui décrivent derrière ces spécifications d'interopérabilité. Je vais faire un bilan et un peu quelques focus. Je vais tout de suite aborder la colonne Ségur. La colonne Ségur, elle vous est donnée à titre indicatif. Pourquoi? Parce que tout en ce moment, vous savez, il y a des concertations. Il y a des concertations auxquelles vous participez d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, c'est l'état des réflexions. Aujourd'hui, ça pourrait bouger. Ça a été validé, bien sûr, avec la DNS, mais c'est bien sûr à prendre au jour le jour pour aujourd'hui. Donc, concernant toute la partie couche métier, donc, ce sont essentiellement des documents destinés à alimenter le DMP. Donc, un premier document qui est le volet structuration minimale de documents de santé qui décrit comment faire du CDA, donc de la norme CDA, Clinical Document Architecture, dans le contexte français. Il y a des évolutions et elle est en concertation, notamment pour l'imagerie médicale. Donc, c'est des demandes qui ont été faites par la Task Force d'imagerie. Le volet compte-rendu de biologie médicale, je ne vais pas y revenir. On a tous travaillé dessus dans le Ségur Vague 1. Je crois que ça a été une grosse réussite du Ségur Vague 1. On va le voir tout à l'heure. Volet de synthèse médicale aussi. Il se pose des questions sur l'International Patient Summary pour passer sur ce volet. Le volet vaccination sera dans la vague 2 du Ségur. C'est a priori confirmé aujourd'hui. C'est déjà dans le cas pour les logiciels d'officine, hein, puisque pour les logiciels d'officine, on demande qu'ils puissent alimenter en carnet de vaccination le DMP. Et puis, des documents qui sont destinés à alimenter le DMP essentiellement pour le patient, puisque derrière, c'est l'ordonnance numérique, l'e-prescription unifiée de la CNAM qui fait foi, mais ça, ce sont des documents destinés aux patients. Il y a l'ordonnance numérique de médicaments EDM, donc documents CDA pour le DMP. Et donc, ça sera dans la V2. Et puis, un certain nombre de documents qui seront dans les vagues ultérieures, qui sont ordonnances d'examen de biologie médicale, imagerie, et puis aussi dispensation de médicaments. Donc, tous ces derniers volets sont en cours. Toujours dans la couche métier, compte rendu d'imagerie, le volet mesures de santé, qui est un volet en Fire cette fois-ci, est utilisé notamment par les API de Mon Espace Santé. On en a parlé tout à l'heure. Ces API, ces spécifications d'API sont en concertation en ce moment. Le volet est validé, les API sont en concertation. Il y a une réflexion pour faire un premier pas sur le carnet de santé de l'enfant.
Et puis, pareil, en médico-social, il y a aussi le dossier de lésions d'urgence. Pour l'instant, les travaux n'ont pas commencé. Bilan de partagé de médication, les travaux n'ont pas commencé non plus. Et je voulais surtout m'attarder sur révision des terminologies et des jeux de valeur avec inclusion de la SNOMED CT. C'est quoi? C'est dans le modèle de contenu CDA. Modèle de contenu CDA, c'est quoi? C'est des entrées CDA, c'est-à-dire ce qui correspond à des ressources FHIR, mais pour le standard CDA. On s'aligne progressivement avec les normes européennes en incluant de la SNOMED CT. Et donc, ça fait l'objet d'une concertation cet été, concertation qui est toujours disponible. On est simplement en train donc de modifier l'ensemble des spécifications pour inclure et pour aligner sur les normes, les documents européens. Ça, c'était pour la couche métier. La couche services et transport, je vais aller un petit peu plus vite. Gestion d'agenda, donc c'est un volet qui est utilisé dans le cadre aussi de mon espace santé. Il est validé. Traçabilité des DMI en établissement, c'est un travail qui a été fait aussi avec Interop Santé, validé. Partage d'examens d'imagerie, références d'examens d'imagerie sont en concertation. On vous invite à participer fortement à cette concertation. Ce sont des travaux qui sont assez novateurs, puisque l'objet, c'est de pouvoir donner accès aux images. Donc, regardez bien cette concertation. Faites-nous un maximum de retours sur cette concertation. Transfert entre des dossiers entre deux systèmes d'information de santé, portabilité vient de paraître en concertation. Et puis, il y a des flux, il y a des évolutions sur les flux du SIM DPH, sur l'aide à domicile des personnes âgées. Il y a 3 dernières spécifications qui sont importantes. Partage de documents de santé en mobilité V2 en FHIR, qui est en cours de rédaction. Et puis, il y a des travaux sur l'articulation PFI-DPI, avec a priori 2 volets qui sont flux de transport de documents entrants de MS Santé en HL7 et mise à jour du flux de transport CDA en HL7, ce qu'on appelle l'ORU MDM. Donc, beaucoup de choses qui changent avec le Ségur, beaucoup de choses qui sont aussi produites et qui sont utilisées derrière par le DMP, par mon espace santé, ou qui vous sont demandées de produire dans le cadre notamment du carnet de vaccination et du futur carnet de santé de l'enfant. Sur la partie test, ce que je voulais absolument vous montrer, c'est ça. Donc ça, c'est quoi? C'est le bilan de toute l'année sur les tests d'interopérabilité, donc uniquement les tests d'interopérabilité sur la plateforme de tests d'interopérabilité, donc sur Gazelle. Il y a 2 graphiques. Pourquoi? Parce qu'on en a 2 en réalité. Il y a ce qu'on appelle le bac à sable en haut et puis derrière l'espace de test qui sert à valider les preuves d'interopérabilité du Ségur. Vous l'avez vu, à chaque fois que dans le Ségur, dans le référencement Ségur, il y avait une notion d'interopérabilité, on vous a demandé de, en plus, déposer un certain nombre de preuves et de les valider sur Gazelle. Donc, c'est le graphique du bas. Et donc, il y a eu jusqu'à 3230 tests d'interopérabilité effectués par vos équipes par mois. C'est la première fois qu'on voyait un tel chiffre. C'est un vrai succès. On voit très bien, c'était au mois de juin dernier, on voit très bien l'effet du Ségur à partir de septembre. On voit la montée progressive en septembre. On a un gros décroché en haut qui est le projectaton. L'intérêt énorme de faire des projectatons. Projectaton, c'est 3 jours et on a une volumétrie de tests très importante. Et puis, on voit après, pareil, tout le référencement Ségur. Sur le graphique du bas, on voit pareil, on voit cette fois-ci vos activités de référencement Ségur. Pour les preuves d'interopérabilité, on voit très bien la montée progressive et la montée pendant l'été et la fermeture du référencement vague 1. Il persiste bien sûr des référencements, notamment parce qu'il y a des couloirs qui sont réouverts et aussi à cause de nouveaux couloirs comme les officines, les logiciels de gestion d'officines. Donc, un vrai succès, on voit bien l'effet du Ségur, on voit bien l'effet du projectaton, un travail
considérable effectué pour l'interopérabilité. Je voulais vous dire aussi qu'on a lancé une enquête de satisfaction sur le support. Vous nous avez pas mal sollicité tous sur le support pour qu'on vous aide. Donc, on a essayé de répondre au mieux et on a envoyé un questionnaire avec une enquête de satisfaction uniquement aux gens qui nous ont sollicités. Donc, c'est uniquement les gens qui nous ont sollicités et on souhaite vraiment qu'ils répondent au mieux. L'objectif de cette enquête, c'est voir si les messages étaient intelligibles, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, notamment dans les futures vagues du Ségur. Pour l'instant, on est presque à 4 sur 5, donc on est assez fiers de ce résultat. N'hésitez pas, on va relancer vos équipes pour qu'on puisse avoir un meilleur score de réponse. On a eu plus de 300 personnes qui nous ont sollicité au support. Là, je n'ai que 24 réponses pour l'instant, mais c'est particulièrement important qu'on ait votre feedback là-dessus. On a fait un projectathon. Vous avez vu le résultat du projectathon avec ce pic. 150 tests ont été validés en 3 jours. Il y avait 27 éditeurs, 120 personnes et surtout, peut-être c'est le plus important, 4000 messages d'échanger entre industriels et l'ANS derrière pour faciliter l'implémentation des standards d'interopérabilité. Je ne vais pas revenir sur l'enquête de satisfaction, on l'avait déjà vu, je voulais juste remise pour mémoire. Peut-être c'est vraiment très, très important de pouvoir dégager comme ça des moments où on puisse travailler pendant 2-3 jours et faire que du développement d'interface, validation d'interface. À propos de ces projectatons, de ces événements marathons d'interopérabilité, on vous donne rendez-vous du 25 au 29 septembre à Rennes pour un énorme événement qui sera un connectathon IHE, un projectathon ANS et les JNI de l'ANS. On va tout rassembler. L'idée derrière, c'est que vous puissiez passer à la fois le projectathon, mais aussi le connectathon, et puis derrière aussi qu'on puisse faire un peu des démonstrations d'interopérabilité à l'ensemble de l'écosystème de e-santé. Donc, ça sera au couvent des Jacobins. Et ça sera du 25 au 29 septembre 2023. On va communiquer bien sûr là-dessus. Ça se monte avec l'Agence du numérique, avec IHE, Interop Santé et Kereval. Dernière partie, je voulais vous parler de terminologie. Pareil, à chaque fois, je vous ai mis un peu les différents liens ainsi que l'adresse du support. Déjà, pour vous dire qu'on a monté une équipe concernant les terminologies qui sont utilisées en interopérabilité. Donc, on a monté une équipe avec des correspondants ciblés et formés aux terminologies suivantes. Donc, la terminologie LOIC, qui est largement été utilisée pour le compte-rendu de biologie, qui est utilisée aussi derrière pour les constantes de santé, toutes les constantes qui sont remontées dans mon espace santé. On est membre du centre collaborateur OMS, notamment pour le déploiement de la CIM 11. On est en train de monter le NRC SNOMED CT, je vais y revenir. On travaille sur le référentiel du médicament et puis aussi, on a une personne sur le serveur de terminologie. Je vous ai mis pareil l'adresse des documents et l'adresse du support. Ça va devenir de plus en plus important, ces aspects de terminologie. C'est la prochaine étape de standardisation dans le domaine de la santé. Sur le serveur de terminologie, le bilan de l'année, c'est 18 terminologies aujourd'hui qui sont disponibles dans des formats standardisés, dans des formats RDF OWL. Alors, pourquoi RDF OWL? Pourquoi ce format? C'est parce que c'est un format qui permet sous un seul fichier de représenter l'ensemble des éléments d'une terminologie, que ce soit derrière des concepts, que ce soit des libellés, voire plusieurs langues éventuellement, un axe principal et puis des axes secondaires, voire même du raisonnement automatique. C'est aujourd'hui plus puissant que, par exemple, que RF2 de SNOMED. On a 586 000 concepts. 7 nouvelles terminologies ont été incluses en 2022 et on a 1900 téléchargements sur les 6 premiers mois de l'année.
Et donc, ces terminologies sont disponibles en 4 formats, enfin sous 4 moyens plutôt, donc sous forme de fichiers RDF ou WL, sous forme d'API, sous forme de requêtes Sparkle. Sparkle, c'est un standard pareil du web sémantique. Et puis, vous avez accès à une IHM derrière pour parcourir cette terminologie. On a été très fiers aussi, puisqu'on a été dans les 13 finalistes du concours européen sur l'interopérabilité. On est passé très, très proche du premier prix. On est super content d'avoir candidaté et d'avoir été sélectionné en tout cas. SNOMED CT, je voulais vous en parler. Donc, l'ADNS nous a chargé de contractualiser, distribuer, promouvoir et accompagner les usages autour de cette terminologie. Je ne vais pas revenir sur les années 2020 et 2022, peut-être pour dire simplement qu'on a une traduction automatique complète de la SNOMED CT. En 2022, on commençait les négociations contractuelles. On a commencé à travailler avec le groupe de projets de traduction française. Donc, c'est l'ensemble des NRC francophones, donc Suisse, Belgique, Canada. Et on a travaillé avec eux, notamment pour traduire cette volumineuse terminologie. C'est 400 000 concepts à traduire. Et en moyenne, il y a 2 à 3 libellés, par concept. Ça vous donne un peu le volume de la traduction. On vient de signer un accord anticipé. Cet accord anticipé, il va nous permettre d'inclure des codes SNOMED CT dans les spécifications du cadre d'Interop. Il va nous permettre de traduire officiellement cette terminologie et donc de travailler plus activement sur cette terminologie. En 2023, aura lieu par contre la contractualisation définitive, le montage du NRC et la traduction au fil de l'eau. Dans la contractualisation, je voulais vous dire aussi que derrière, SNOMED va modifier les conditions de sa licence affiliée qui s'impose à tout utilisateur de SNOMED, même si le pays comme la France va être adhérent, il faut respecter ces contrats de licence affiliée. Ils vont être notamment assouplis. Ça, c'est le rôle d'un NRC. Je vais passer très vite. D'accord. L'objectif, c'était surtout pour vous dire que ce point, il a pour objectif de vous fournir un support sur SNOMED, de vous aider derrière à chaque fois que vous avez des besoins de nouveaux concepts, de nouveaux codes, et vous devez déclarer les usages de SNOMED, c'est-à-dire ce qu'on appelle retirer les licences auprès de ce NRC, donc via l'adresse web, via l'adresse mail fournie. On est en train de former, on a déjà fait tout un tas de webinaires sur SNOMED, on va poursuivre cette formation sur SNOMED. Pour plus d'informations sur toute cette partie terminologie, comme ça bouge beaucoup, on fait un webinaire demain à 9 h, un webinaire de 2 heures là-dessus, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop insisté, et je vous donne plutôt rendez-vous demain à 9 h pour ce webinaire sur les terminologies sur SNOMED. Voilà. Merci. Bon, je vais parler de sécurité. Alors, la zapette, allez, merci. Donc, tout d'abord, sur le CERT Santé, je vais revenir rapidement. L'équipe du CERT Santé a aujourd'hui 5 ans. Le CERT Santé a été créé il y a 2 ans, donc suite effectivement à la construction d'une cellule dédiée et puis finalement la mise en œuvre du plan de renforcement cyber. Le CERT Santé a été accompagné notamment par l'ANSSI. Il a rejoint l'Inter-CERT Santé, donc il a été accompagné à la fois sur la partie processus, outillage, mais également financièrement. Et puis effectivement, quand on regarde l'ensemble des interlocuteurs autour du CERT Santé, il y a évidemment tous les acteurs qui sont au niveau de la chaîne d'alerte avec Chorus, les ARS, le ministère, évidemment le HFDS qui pilote les aspects stratégiques en termes de cybersécurité et les décline. Et nous accompagnons aussi à cette déclinaison. Évidemment, le rôle du CERT Santé a aussi été réévalué, notamment en 2021, puisqu'il y avait une obligation pour les établissements de santé de déclarer tout incident de sécurité. Ça a été étendu le 27 avril dernier aux structures médico-sociales.
Et puis, finalement, aussi tous les industriels, puisqu'effectivement, je vais revenir notamment sur les actions que porte le CERT, mais on est en interaction régulière avec les éditeurs sur les incidents de sécurité en amont pour effectivement des incidents, des vulnérabilités connues ou en aval quand il y a eu un incident dans une structure. Donc, voilà, sur cet aspect-là, donc les certes santé en 3 grands services. Il y a un service de prévention à destination essentiellement des structures, puisque des structures donc, de santé qui peuvent faire des demandes d'audit de cybersurveillance. Je passe assez vite sur ce sujet-là. Et puis, il y a toute une partie qui concerne la veille et la sensibilisation, notamment avec la publication de tout ce qui est bulletin d'information pour toutes les solutions logicielles classiques, mais aussi les solutions métiers, évidemment, et c'est à ce titre-là que vous êtes directement concernés. Nous avons mis en production notre nouveau site, donc cyberveille-santé.gouv.fr, pas plus tard qu'hier, on voulait être au rendez-vous. Donc, on vous invite à aller y jeter un œil. Ça vous permettra aussi de trouver des informations, notamment sur des guides d'accompagnement pour éviter certains types d'attaques de type hameçonnage ou rançongiciel, le cas échéant. Et puis, effectivement, il y a tout un service de réaction quand on est touché par un incident de sécurité, où là, on va pouvoir aider à la qualification d'un incident de sécurité et aider à effectivement éviter toute propagation au sein du système d'information. Donc, rapidement, sur les archives 2021, on avait eu un nombre d'incidents de sécurité record en 2021. Je vais être rapide sur les chiffres. En 2022, sur le 3e trimestre, on a 126 incidents déclarés, ce qui représente une chute de 38% par rapport à la même année, par rapport à la même période en 2021. Toutefois, quand on regarde sur les chiffres des 3 premiers trimestres 2022, on est sur une tendance quasiment stable, moins 6%, donc 440 incidents déclarés par les structures de santé versus 468 l'an passé. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'an passé, on avait eu 2 incidents majeurs, OVH et le MIPI, donc qui sont 2 hébergeurs qui avaient généré plusieurs centaines d'incidents à eux deux. Donc, la cybersécurité est un enjeu majeur. On a accompagné un certain nombre de structures, notamment sur parmi les incidents déclarés, on retrouve 6 incidents qui sont directement liés à des rançongiciels. Donc, vous avez tous en tête le CH du Sud francilien. Mais nous avons accompagné également des structures, plusieurs structures techniques, 18 notamment sur la période du 3e trimestre, et dont 9 OSE dans effectivement les incidents de sécurité qu'ils ont pu rencontrer. Je vais passer maintenant plus sur l'aspect, effectivement, maintenant qu'on a tout ça un peu remis en perspective, on voit que effectivement les données de santé, c'est un enjeu très important et très sensible pour tout un chacun, pour les citoyens. Et donc, effectivement, il est essentiel de permettre aux industriels de proposer des solutions qui soient évidemment à la hauteur en termes de cybersécurité et de pouvoir continuer à renforcer les mesures qu'on peut mettre en place, et notamment eu égard à l'accès aux services numériques tels que le DMP ou encore Mon Espace Santé. Et nous avons travaillé à l'élaboration d'exigences de sécurité des systèmes d'information dans le cadre de la vague 2 du Ségur numérique, en se basant notamment sur les réponses aux questionnaires que vous nous avez données, puisque dans le Ségur, la vague 1 du Ségur, comme vous le savez, il n'y a pas eu d'exigence sécurité à proprement parler. Et pour cette concertation, nous avons reçu un très grand nombre, un record, on n'en avait jamais reçu autant, donc ça veut dire qu'il y a effectivement un vrai intérêt pour la matière. On a reçu plus de 256 retours sur cette concertation. Tous les retours sont en cours d'instruction. On fera évidemment un retour pour effectivement revenir vers vous avec le niveau d'exigence adapté par rapport à ce qui est demandé et par rapport aussi au niveau de maturité demandé. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je vais passer assez vite. Je pense qu'on n'est pas très en avance au niveau calendrier, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. Donc, question, c'est au café. Voilà, merci beaucoup. Alors, on est en train de prendre beaucoup de retard. Je suis vraiment désolé si vous avez des questions, effectivement, peut-être en fin de journée, ou sinon, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On s'y était engagé. Sophie, on répondra, toi ou moi, ou on fera appel à des experts. On continue avec les services socles. Donc là,